Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce mercredi 26 mars 2025. Nous sommes déjà à la fin mars et ça passe très très vite. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière. Ce soir, on va se parler, une fois n'est pas coutume, des enfants. Encore une fois, puisque le combat continue, ces enfants qui sont attaqués de toutes parts. Et j'ai l'honneur et l'avantage de recevoir notre docteur Nicole Delépine. Merci infiniment, docteur, d'avoir accepté encore une fois mon invitation, puisque nous en avons fait pas mal d'émissions ensemble sur ce sujet, le sujet des enfants, qui est un des principaux combats que vous avez, de dénoncer tout ce qui se passe depuis... bonjour à tout le monde, parce que c'est le combat majeur, c'est le combat de l'avenir. Nos sociétés imposent quand même sur les enfants ce qu'ils vont construire. Et là, on est en train de les attaquer de toutes parts et de plus en plus, en tout cas en France. Et donc, c'est très, très important d'essayer d'avertir les familles des risques qu'on leur fait prendre inconsciemment. Je pense que les gens ne veulent pas de mal aux gamins. Mais si on les laisse entre de mauvaises mains, enfin surtout écouter des choses qu'ils ne devraient pas entendre et ça les traumatise beaucoup, eh bien, c'est important de le savoir et c'est important d'essayer qu'ils échappent à ces mauvais traitements, encore une fois, volontaires ou pas. Moi, je ne suis pas sûre que tous les enseignants qui se prêtent au jeu de la pseudo-éducation sexuelle à l'école soient conscients du mal qu'ils font. Mais justement, c'est pour ça qu'on essaye de les avertir en toute simplicité pour qu'ils essayent de protéger les enfants qu'ils ont envie de protéger, à mon idée. Et merci infiniment de prendre ce combat à bras-le-corps. Et effectivement, il me semble quand même primordial de rappeler que ce n'est pas qu'à l'école, évidemment, même si c'est le principal souci, c'est aussi dans toutes les structures accueillant des enfants, que ce soit centre aéré, que ce soit club de sport, que ce soit la bibliothèque, etc. Donc il y a toute cette idéologie que moi je qualifie de woke, puisque ça vient quand même des États-Unis. On a toujours à peu près 20 ans d'écart avec les États-Unis. En tout cas, c'est ce qui vient des États-Unis. J'appelle ça idéologie, pour pas dire folie, qui est quand même assez impressionnante, mortifère. Comment ? Ça serait adapté finalement, folie, mais bon. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas que... Et en fait, on va se parler plutôt cœur à cœur, justement, ce soir, comme on en a parlé tout à l'heure au téléphone encore, mais en fait, de mamans et de personnes qui se sentent investies dans l'éducation et l'instruction des enfants, il y a cette part de vouloir faire, comme vous dites, où il n'y a pas que des enseignants qui sont forcément malsains et pervers dans leur truc, même si on a vu pendant le Covid qu'il y avait des personnes qui faisaient des excès de zèle sur les mesures dites sanitaires. Mais il y a cette part de je veux prévenir, en fait, et c'est ce qu'on entend souvent dans les associations qui justement font ces interventions auprès des écoles primaires, dans les écoles primaires, auprès aussi des collégiens, des fois des lycéens. Je veux prévenir et je veux absolument qu'un enfant ait conscience de son corps, donc toujours des bons mots, des bonnes choses, le consentement libre et éclairé, encore une fois, toujours de belles paroles. Et il y a aussi ce travers de tout de suite, je vais aussi mettre, finalement, tu peux changer de sexe si tu as envie, très tôt, un enfant de 6 ans, on peut lui dire ça, il a entendu ça. Et aussi, du coup, le transgenrisme et ce lobby derrière, qu'il y a LGBT, en fait, pro-LGBT et d'autres lettres derrière. Oui, parce que je crois que ce qu'il faut dire, redire et redire, c'est que les enfants, avant l'âge de la puberté, on va dire avant 12-13 ans, ils sont absolument incapables d'avoir l'idée d'un consentement.
ils ne savent pas ce que c'est que la sexualité, ils ne peuvent pas le savoir, sinon on va leur mettre des mots dessus, voire des gestes, voire des espèces de jeux, de jouets qui veulent imiter des sexes, etc. Ils ne peuvent pas comprendre, parce que c'est pas dans leur possibilité d'imaginer ce que c'est que la sexualité. Donc, on va forcément les bloquer, on va les perturber parce qu'ils vont bien sentir qu'ils ne comprennent pas, donc on va perturber leur idéation, leur imaginaire. C'est-à-dire que ça se voit très très clairement. Hein. Je veux dire, les mômes qui sont soumis à des séances de pseudo-éducation sexuelle à l'école, souvent ils sont complètement bloqués quand ils sortent, ils ne parlent plus, ils font la tête ou ils deviennent excités, enfin c'est dans un sens ou dans l'autre, mais on sent bien qu'ils ne vont pas bien. Mais c'est jamais ce genre de séance scolaire qui peut prévenir qu'un enfant se fasse agresser sexuellement, même tout petit. Il ne peut pas comprendre celui qui va l'agresser sexuellement, il va lui expliquer c'est un jeu, etc. Mais le môme, il ne va pas pouvoir comprendre. Le consentement éclairé avant l'âge de 13-15 ans, c'est une notion absolument aberrante, ça ne peut pas exister. Donc c'est là où il y a une manipulation absolument terrible des familles, c'est qu'effectivement elles ont envie, bon c'est pour ça qu'au début ils ont obtenu l'accord des familles, tout ça, on dit comme ça elles vont pas accepter de se faire violer, elles vont pas accepter de se faire agresser, elles vont pas accepter de se faire toucher, bon je dis elles, mais les garçons pareil, hein. Mais c'est pas vrai, parce qu'ils ne peuvent pas conceptualiser ce que c'est qu'un acte sexuel, d'une part, et qu'un acte sexuel consenti encore plus. Donc, c'est complètement illusoire et c'est vraiment très, très triste qu'on essaye qu'on essaye de leur prévenir quelque chose de terrible en les agressant beaucoup plus, puisque là, on va agresser leur cerveau, on va fracturer leur cerveau. Et d'entendre parler de ce genre de choses à 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est un peu comme un viol, ce qui met là, ça va être. Et comme un viol, ils ne vont pas comprendre, mais ils vont être effectivement brisés. Et c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir réparer de façon évidente. Bon, je ne dis pas qu'ils seront tous traumatisés à vie, mais quand même, selon l'importance et le nombre de fois où on aura répété des choses terribles, il y a des mômes qui sont complètement traumatisés et qui deviendront soit des prédateurs sexuels eux-mêmes, soit des gens complètement déprimés, déboussolés et qui finiront par se suicider. C'est extrêmement grave d'essayer d'inculquer des notions de sexe chez l'enfant non pubère, même chez le pubère très jeune. Enfin, mettons qu'à partir de 13-15 ans, on est quand même dans des domaines un peu différents. Mais chez les petits, c'est une aberration et c'est une agression et c'est une fracturation de leur cerveau. Enfin, c'est gravissime. Le sexe n'existe pas avant l'âge de 14-15 ans. C'est pas la peine d'essayer de se raccrocher à l'idéologie imposée, effectivement, est venue des États-Unis suite aux épouvantables expériences de Kinsey, hein, qui était quand même un pédophile reconnu et qui a malheureusement mis en place une idéologie sur le sexe en essayant de faire croire que les enfants, les nouveau-nés, voire même de temps en temps, vous voyez même les fœtus, n'est-ce pas, ils ont une sexualité. Enfin, je veux dire, on est en plein délire. Néanmoins, c'est un délire qui coûte cher à la population. C'est en 48 qu'il a commencé Kinsey, donc on n'a qu'à compter, 70 ans à peu près, ou 75. Et c'est une idéologie qu'il a réussi à imposer dans les universités américaines. Et comme vous disiez, ce qui était dans les universités américaines, ça a fini par arriver ici. Et là, on est en plein dedans. Alors que eux, fort heureusement, avec l'arrivée de Trump de l'équipe de Trump, en particulier aussi de Robert Kennedy, bon, ils sont en train d'essayer ils ont bloqué d'abord l'éducation fédérale, donc les budgets du ministère de l'éducation au niveau fédéral, qui était quand même essentiellement avec ces subventions qu'ils imposaient la pseudo-éducation sexuelle à l'école. Et donc, s'ils leur bloquent déjà l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Hein.
Et surtout, ils sont en train d'expliquer pourquoi. C'est effectivement que il n'y a que 2 sexes. Il a commencé par dire ça, Trump, je crois, au 48e heure de sa présence. Mélanie, en Italie, a dit pareil. Hein, c'est bien, ça arrive quand même chez nous. Il y a les hommes et les femmes, c'est comme ça depuis toute éternité. Donc, essayer de faire croire aux enfants qu'il y a plusieurs genres, éventuellement au début il y en avait 4-5, puis maintenant il y en avait, c'est pas 50, là, le LGBT, je ne sais pas combien de lettres ils ont rajouté. C'est un mensonge, et c'est pas un mensonge pieux, parce que ces pauvres enfants, on les perturbe. Déjà, un gosse de 5-6 ans, là, qui essaie de savoir ce qu'il est, un petit garçon, etc. Brutalement, vous arrivez, vous lui dites, ah, si tu veux, tu peux changer de genre. Quelle monstruosité! On ne peut pas changer de genre, enfin, on ne peut pas changer de sexe, on peut peut-être changer de genre, mais pas de sexe. Donc, si on est né petit garçon, on reste petit garçon, et si on est petite fille, on reste petite fille. Donc, leur mentir, aller dans les écoles avec des drag queens, vous savez, là, c'est une espèce de travesti, quoi, tout simplement. Bon, que les gens, ils aiment se travestir, moi, ça ne me gêne pas. Les adultes, qu'ils aillent se réunir entre eux la nuit ou même le jour, d'ailleurs, ça ne me gêne pas non plus. Mais ils n'ont rien à faire dans les écoles. Rien à faire dans les écoles. Il faut absolument préserver les mineurs de toute mise en condition, manipulation autour de la sexualité. On n'a pas à enseigner la sexualité parce que de toute façon, ça ne s'enseigne pas la sexualité, c'est la première chose. Mais surtout pas, on n'a pas à en parler à l'école. Et si on regarde les lois, toute personne qui commence à discuter avec un gamin, aller à un institut ou n'importe qui à l'école de sexualité, il rentre dans le domaine de la manipulation et de la pédophilie. Et donc, ça devrait être complètement poursuivi. Il faudrait que les enseignants, effectivement, regardent tout ça très bien. Il faut vraiment… alors, il y a quand même pas mal de livres. Ils pourraient peut-être s'y intéresser. En tout cas, pour le cas de la loi, il y a le livre de Virginie Arrojo sur effectivement tout ce qui concerne les lois. Et effectivement, comment parler de sexe à l'école, ça relève de la pédophilie et donc théoriquement de la plainte pénale. Donc, il faut vraiment que les gens aient en conscience qu'on n'est pas dans un domaine normal. C'est vrai qu'on a été complètement, nous, alors si Européens, manipulés par l'idéologie woke, mais aussi on a bien voulu, hein, faut pas… C'était aussi tous les subsides qui arrivaient derrière. Hein, ça a bien été mis en évidence avec l'USAID, USAID, qui envoyait des sommes absolument prélevées sur les impôts des Américains d'ailleurs, qui envoyait des sommes fabuleuses, non seulement dans les journaux et dans les associations américaines, mais également européennes. Et donc, on est vraiment dans une manipulation dont il faut qu'on sorte. Et là, j'espère qu'effectivement, après avoir suivi 70 ans dans le mauvais sens, on va essayer quand même de comprendre. Ce que j'aimerais, moi, c'est que les Français, enfin les Européens, mais surtout les Français, puisqu'on parle de ça, s'intéressent un petit peu, essayent de comprendre en disant pas « Ah, Trump, il casse tout, il casse le ministère de l'Éducation nationale ». Mais non, il n'y a pas besoin de ministère de l'Éducation nationale. D'abord, c'est un système fédéral et chaque État assez grand pour organiser la scolarité dans son État. Et c'est pas qu'on veut plus enseigner, contrairement à ce que les quelques woke français qu'on voit volontairement sur nos chaînes télévisées mainstream c'est de nous faire croire. Non, on veut arrêter de les intoxiquer par l'idéologie woke, en particulier par le transgenrisme, qui n'est quand même que la suite de l'eugénisme. Hein. Ça a changé de nom après la Seconde Guerre mondiale, parce que ça ne faisait pas bien de dire qu'on était eugéniste, alors on s'est mis à dire qu'on était transhumaniste, mais c'est quand même bien évidemment la même chose, hein, comme Marion Sigaud l'explique très bien d'ailleurs dans ses vidéos. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de sexualité avant 15 ans, c'est pas la peine, on va dire 13 pour choquer personne, allez, mais c'est pas la peine d'essayer de se faire croire qu'il y en a. Tout le reste, c'est de la manipulation et de la manipulation de cerveau d'enfants, même à la crèche, hein, parce qu'ils envoient les drag queens à la crèche. C'était vraiment une catastrophe au point de vue de la maturation cérébrale du bébé, puis de l'enfant, puis du tout jeune ado. Donc, c'est vraiment extrêmement important et je vous remercie une nouvelle fois de parler de ça parce que vraiment, comme je dis souvent, et ce n'est pas du tout que je minore le magnifique métier que j'ai fait d'orchestrateur d'enfants, mais c'est vrai qu'on soignait 2000 enfants. Là, on a
chaque année 700 000 ou 800 000 en fonction des naissances, nouveaux enfants qui sont mis dans le bain du danger de cette pseudo-éducation sexuelle à l'école. Je dis pseudo, encore une fois, parce que ça n'existe pas. On n'enseigne pas la sexualité. Je vous recommande, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le livre tout à fait superbe de Régis Bruno et d'Ariane Oui, Villiers bien sûr. qui vient de sortir là, qui s'appelle Le sexe n'est pas un jeu d'enfant, mais je trouve que leur titre en soi, c'est déjà formidable. Le sexe n'est pas un jeu d'enfant. Les enfants n'ont pas de sexualité. Un petit gamin, un petit bébé qui va avoir une érection, etc., qui va se toucher le sexe, il va se toucher comme il va se toucher le bout de l'oreille, le bout du nez ou ses pieds, enfin, mais il se découvre. C'est pas de la sexualité. C'est bon, il dit c'est de la sensorialité, effectivement, on essaye de sentir un petit peu partout comment on est fabriqué, mais ce n'est pas de la sexualité, c'est gravissime de décider. Quand on met, par exemple, dans certaines écoles, ils ont mis, ça se fait déjà en France, hein, parce que moi, ça fait maintenant 2 ans que 2 ans facilement, que les parents nous avaient avertis en disant faites quelque chose. Moi, c'est comme ça qu'on y est venu, en fait. Hein. C'est des familles qu'on connaissait via il y a des enfants qu'on avait soignés, faites quelque chose, c'est pas possible, il faut informer. Et il racontait, parce qu'il y a à peu près 15% de classes où il y a eu l'enseignement comme ça dans l'année dernière, à peu près, ou dans l'année d'avant, en France, donc il ne faut pas croire que pour l'instant c'est pareil en France. Et à chaque fois, c'était on vous raconte, je ne sais pas, il y a des enseignants qui ont mis dans leur classe, ou alors les associations qui viennent pour ce genre de formation, qui ont mis un garçon et puis une fille nue, et puis qui essayent de leur faire simuler des actes. Bon, alors ils comprennent rien, les mômes, mais ils sont quand même très, très gênés. Ils sont très, très gênés. Alors, d'ailleurs, les gens qui s'occupent particulièrement d'enfants qui ont été agressés sexuellement, ils vous disent si un enfant, il fait un geste extrêmement précis, etc., c'est qu'ils l'ont lui appris. Et donc, ça doit qu'un adulte lui a appris. Donc ça doit absolument alerter la maîtresse, le maître de l'enfant et essayer de voir ce qui s'est passé à son domicile. Mais des enfants qui n'ont pas été soumis à d'actes traumatiques à leur domicile, ils ne peuvent pas comprendre. Alors en plus, après, c'est dramatique parce que comme on leur explique de faire des choses, etc., eh ben, après, dans les toilettes, vous avez des petits garçons qui vont essayer de se masturber ensemble, enfin, peu importe, ou les filles, enfin. Et après, c'est eux qui vont être traités de pervers. Ces enfants de 5-6 ans auxquels on a essayé d'enseigner des choses qu'on n'aurait jamais dû leur enseigner. Non, c'est absolument épouvantable et franchement, c'est bien de demander aux gens d'être vigilants, quoi, aux parents, aux grands-parents, aux tantes, je sais pas moi, aux gens qui sont autour des enfants, d'être vigilants et de pas accepter l'idée d'une éducation sexuelle à l'école, pseudo-éducation sexuelle qui est imposée, hein, si on n'arrive pas à faire sauter cette loi, imposée de façon plus générale encore à partir de la rentrée scolaire 2025. Donc c'est absolument dramatique et vraiment j'insiste et merci encore une fois d'en parler et que les gens aillent se renseigner. Il y a quand même pas mal de vidéos, il y a quand même pas mal de gens qui ont fait des choses, SOS Éducation, l'association Honest, l'association Les Mamans Louves, etc. Bon, alors, ils ont des petites divergences, mais on s'en fiche parce que de toute façon, eux tous disent qu'il n'y a pas de sexe avant la puberté et que donc les enfants à l'école, mais à la crèche, ne doivent pas entendre parler de ça et c'est pas d'aller les agresser nous-mêmes en leur parlant de ça avant l'âge où ils sont capables de comprendre qu'on évitera quelques atteinte sexuelle, que ce soit consentement. Il n'y a pas de consentement avant l'âge de la conscience. Il faut savoir, pour consentir, il faut savoir de quoi on parle. Et un enfant de moins de 13 ans ne peut pas. C'est ça en fait, et quand on parle de ça, parce qu'encore une fois, c'est toujours sous couvert de belles choses, voilà, comme durant le Covid, hein, c'est pour vous protéger, c'est pour protéger les enfants, pour pas qu'ils se fassent violer. Et quand on leur demande à ces associations-là, que moi, c'est clair, hein, c'est du lobbying, quand on leur demande, mais statistiquement, parce qu'ils nous répondent souvent, ouais, mais en fait, ça fait 15 ans que ça existe ou 20 ans que ça existe, qu'on fait de l'éducation à la sexualité, soi-disant. Enfin, moi, je suis désolée, hein, mais je n'ai pas eu d'éducation à la sexualité. J'avais du SV, enfin, avant, c'était Sciences et Vie de la Terre, SVT,
et on nous apprenait effectivement la reproduction animale, la reproduction végétale, mais il n'y avait rien de... Voilà, bon bref, quand on leur parle de ça, ils nous disent, mais ça fait 20 ans que ça existe, ou 15 ans que ça existe, et il n'y a jamais eu de souci. Alors, on montre un petit peu, voilà, comme vous disiez, Alfred Kinsey, tous ces délires de l'OMS, le livre blanc de l'OMS qui sont basés, donc tous ces cours, soi-disant, d'éducation à la sexualité sont basés sur des travaux et des statistiques qui sont fausses, et en plus de ça, pédophiles et pédocriminels. Alors là, déjà, il y a le cerveau qui bug, mais en plus, on te dit, mais en fait, pourquoi soit tu es d'extrême droite comme d'habitude, ou tu es rétro, ou tu es catho, enfin bon, bref, tous ces à chaque fois, tous ces dénominatifs qui vont bien, qui sont toujours les mêmes, mais derrière, ils n'arrivent pas à se rendre compte, en fait, que même un cerveau adulte, c'est ce que je disais hier encore, enfin, je me suis disputée avec une intervenante justement à ce sujet, ils n'arrivent pas à comprendre que déjà, même un adulte, quand on va lui dire ou va lui informer, enfin lui présenter quelque chose qu'il ne connaît pas, il va avoir envie, et c'est naturel, d'aller voir plus loin. Et quand on sème des graines chez les enfants, des choses qu'ils ne connaissent pas, ils vont avoir naturellement envie d'aller découvrir. Et au nom de... Parce que c'est énorme, effectivement, hein, le nombre d'enfants victimes chaque année de la pédocriminalité. Ils disent que c'est 3 par classe à peu près. Donc, c'est beaucoup. Pour autant, et la question vraiment, même niveau sociétal qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'au nom de 3 enfants qui ont été victimes ou qui sont victimes ou potentiellement victimes, il faut sacrifier toute la classe entière? Et c'est vraiment une question même éthique, je dirais, de société. Le problème, c'est que ça ne va absolument pas protéger ces 3 enfants. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que moi, je veux bien qu'ils soient sincères, tout ce qu'on veut. Hein. Encore une fois, je ne veux pas mettre d'étiquette sur les gens, mais il faut qu'ils se rendent compte que c'est pas si dans une classe, il y a 3 enfants qui sont soumis à de la pédocriminalité, le fait d'en parler devant tout le monde, d'abord, franchement, dans une, je sais pas, prenez n'importe quelle entreprise avec 20 personnes, est-ce qu'ils vont avoir envie de raconter leur sexualité devant tout le monde? Est-ce que, parce que c'est quand même ça qu'on essaye de faire raconter aux enfants. Moi, j'ai vu dans les travaux qu'on leur donne à faire pour le lendemain. Avant, c'était, je ne sais pas, un enfant de 9 ans, tu lui donnais une fable de La Fontaine. Et ben maintenant, c'est tu te masturberas ce soir et tu me racontes ce que ça fait demain. Et il raconte devant tout le monde. C'est hallucinant. C'est de l'anti-sexualité. Puis je ne vois pas en quoi ce genre d'exhibitionnisme peut protéger les 3 enfants, on va dire les 3 enfants, c'est peut-être beaucoup, mais enfin bon, admettons les 3 enfants qui ont été soumis ou qui sont soumis à la pédocriminalité. Ça relèverait du dépistage en tête-à-tête, en discutant. Autrefois, il y avait, enfin, j'ai tellement connu, mais il y avait des médecins scolaires. Hein, c'est le boulot du médecin scolaire de pouvoir discuter, examiner un gamin, et on peut regarder s'il a un rachitisme ou s'il a les jambes de courbe ou s'il a, je sais pas, les dents carriées. On peut aussi discuter avec lui si on ne le trouve pas bien. C'est vraiment le boulot, à la limite, de l'institutrice qui l'a dans sa classe, de la directrice de l'école, de dire ce gamin il n'est pas bien, il doit y avoir quelque chose. C'est jamais en faisant venir des drag queens dans la classe que ça va l'améliorer. Donc, c'est un argument absolument fallacieux, mensonger, manipulateur pour qu'ils se donnent bonne conscience, ou en tout cas pour vous donner bonne conscience, accepter. Il est impossible d'aider 3 gamins qui auraient été soumis à la pédocriminalité en amenant en faisant de pseudo-éducation sexuelle à l'école, en leur amenant, je sais pas, en montrant, je sais pas comment on met. Alors, ils fabriquent des pseudo-verges, des pseudo-vagins, etc. Et puis, ils les font jouer avec. En quoi ça va pouvoir protéger un enfant soumis à des agressions sexuelles, qu'elles soient si l'État vraiment se préoccupait effectivement de la sécurité des enfants et de lutter contre ces incestes et cette pédocriminalité,
il y a il aurait pu aussi enlever, ne serait-ce que les réseaux et les images pornographiques et tout. Enfin, je veux dire. Déjà, les images pornographiques, absolument, qui sont autorisées dans les écoles depuis des décennies aux USA, alors qu'elles étaient encore interdites dans une Amérique un petit peu soucieuse de bonne allure, etc. Mais par contre, dans les écoles, c'est autorisé. Évidemment qu'il faut interdire toutes ces images pornographiques et l'accès aux enfants. Mais encore une fois, n'ayons pas d'illusions, ne nous donnons pas bonne conscience de ne rien faire pour supprimer ces séances de pseudo-éducation sexuelle à l'école en se racontant qu'on va sauver ces 3 gamins. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Encore une fois, exigeons à nouveau des médecins scolaires, ou même des infirmières scolaires, hein, c'est aussi bien. Quelqu'un qui soit là tout le temps, à la limite, et puis qui puisse repérer qu'un petit gamin a un comportement anormal, en les formant peut-être un petit peu avant, d'ailleurs, pour que les gens soient formés à essayer de repérer les gamins en souffrance, s'ils ne sont pas par leur formation d'infirmière ou de médecin spontanément. Mais c'est là qu'on peut faire quelque chose. C'est comme les enfants battus. Hein, je veux dire, un gamin battu, vous allez dire tous les jours, vous allez aller battre tous les enfants de la classe pour que s'il y en a un de battu, ils se reconnaissent et qu'ils viennent le dire. Bon, il ne faut pas qu'on se moque trop de nous quand même. Hein. Bah, mais tout à fait. Je vous remercie pour ces exemples. Ils peuvent essayer de se faire croire ça. Je vous remercie pour ces exemples, effectivement, qui sont très parlants. Et là, je pense que ça peut faire réagir, effectivement, des gens, même pas que les parents, hein, puisque c'est encore une fois, comme vous l'avez dit en introduction, c'est vraiment important de protéger nos enfants, les générations futures. Mais pour autant. On est tous concernés, oui. Oui, c'est ça, on est tous concernés. Après, ils ont toujours des arguments hyper. À chaque fois, hein, bon, on sent qu'il y a quand même de la résistance et de la colère aussi. Ils essaient de défendre justement leur travail, leurs compétences, etc. Hein, ces personnes, enfin en tout cas ces associations-là, que j'ai dénoncées à plusieurs reprises d'ailleurs, même sur ma ville, Aix-en-Provence. Hein, ils vont quand même aussi. Enfin moi, ce qui devrait normalement faire réagir plusieurs personnes, c'est que ces cours-là, soi-disant d'éducation à la sexualité, ne sont jamais introduits auprès des parents, ni même auprès des fois des élèves. Moi, j'ai ma fille qui était à l'époque en 4e, qui a eu justement une intervention de SOS homophobie. Donc déjà, ça pose le décor. Voilà. Quand on va sur le site, on voit très bien pour qui il travaille et pourquoi il travaille. Donc, ni moi, en tant que parent, était informée, ni ma fille élève. C'était mis nulle part, cette intervention. Donc, c'était normalement un cours de physique qu'ils avaient. Et d'un coup, c'était SOS homophobie qui arrivait et qui débarquait. Donc, il y a quelque chose quand même qui devrait interpeller les parents. Et quand les parents disent, en fait, j'étais pas au courant, parce que si les enfants parlent, en fait, on vous répond en face, si on informe les parents, vous allez les enlever. Si on vous informe, vous allez les enlever. Vous n'allez pas les mettre à ce cours-là, ce jour-là. Donc, il y a bien quelque chose quand même derrière qui est pervers et qui questionne. Pourquoi on n'informe pas les parents en amont de ça ? Parce que l'ensemble du projet, en tout cas, depuis Kinsey et compagnie, c'était quand même effectivement de peu à peu enlever les droits de la famille. Hein. Peu à peu conditionner l'enfant à appartenir à l'État et pas à ses parents. D'ailleurs, moi, je l'ai déjà entendu, par exemple, avec des enfants cancéreux, où les parents n'étaient pas d'accord avec un essai thérapeutique, par exemple, et où on leur menaçait de la tutelle, de leur enlever la tutelle de leur enfant, donc de pouvoir l'élever, de le placer en foyer, etc. Et il y en a qui leur ont dit, mais l'enfant appartient à l'État, il ne vous appartient pas, madame. Donc, en France, cette année, mais enfin, il y a 2-3 ans, c'est répandu, mais il y a une petite fille qui était en train de mourir, là, qui était en fin de vie, où il y a eu une belle bataille sur Twitter pour que quand même les parents aient le droit d'être assistés pendant sa fin de vie. C'est hallucinant, mais effectivement, le but de tous les systèmes totalitaires avérés, c'est d'enlever la tutelle des enfants aux parents. Donc, ça fait partie de la mise en condition, tout ça, entre les injectés à tire-larigot de plein de vaccins, plein de consultations PMI obligatoires tous les mois, etc. Mais enfin, comme on a vécu jusqu'à 2 siècles, les enfants, ils n'allaient pas en PMI tous les mois pour peser, voir s'ils avaient pris 10 grammes.
bon, les parents étaient quand même capables de voir si un enfant allait bien ou pas, et s'il n'allait pas bien, bah, s'ils avaient la chance d'avoir un médecin qui pouvait les aider, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que c'est cette prise en main épouvantable par les PMI, par les dispensaires, qui terrorisent les parents quand même, hein, par les vaccinations obligatoires, où on les terrorise aussi, et si jamais ils lèvent le petit doigt pour dire peut-être on pourrait reculer un peu ou faire autrement, ils se font menacer également de mise sous tutelle de leur enfant. Donc tout ça, c'est quand même la casse de la famille, hein, casse de la famille, casse donc du lien aux parents, et effectivement, il est absolument aberrant. On vous dit, c'est pour revenir à l'éducation sexuelle, la pseudo-éducation sexuelle, on vous dit c'est pour que les enfants sachent avoir le consentement, etc. Bah, très bien, mais on ne voit pas pourquoi les parents seraient interdits d'assister, d'ailleurs, tout simplement, pour avoir éventuellement un langage commun, une compréhension commune, ou pouvoir commenter ce qui a été dit. Et encore pire, ce ne sont pas informés. Donc, effectivement, bon, nous, on se bat depuis effectivement 2 ans, là, qu'on se bat là-dessus, avec les associations. J'en ai cité quelques-unes, mais bon, il y en a d'autres, hein. Il y a Parents Citoyens, je n'ai pas dû citer aussi. Enfin, il y en a quand même pas mal, hein, qui se battent. Bon, souvent, hein, un petit peu chacun enfin, pas dans leur coin, ils se réunissent après, mais enfin bon. Mais de quel droit on veut interdire aux parents d'être informés qu'il va y avoir une séance d'éducation, de dite éducation sexuelle à l'école? De quel droit? Donc ça, c'est du trafic d'influence, c'est la manipulation des familles, c'est la manipulation via les recteurs, les directeurs, etc. Donc là, on n'a qu'une solution, c'est que tout le monde résiste. Et les parents, et les directeurs, les enseignants, etc. Et je disais, oui, effectivement, ce qu'on fait avec ces associations, en particulier avec les lettres qui sont publiées par Virginie, et puis parents citoyens, parents colère, Parents en colère, oui. pas que j'en oublie, parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent dans leur coin. Ils publient des lettres sur leur site, et en début d'année, ou même en cours d'année, s'il n'y en a pas fait en début d'année, on leur dit envoyez une lettre recommandée à l'école en disant que vous n'acceptez pas que vos enfants aient un cours, enfin une séance de pseudo-éducation à la sexualité sans que vous soyez avertis, et que si c'était le cas et si ça arrivait, vous serez mis en cause par des plaintes pénales, où vous ne pourrez pas vous couvrir en disant c'est un ordre, hein, les SS ça va, hein, ou les gens comme les gens de concentration en disant c'est pas moi c'est l'autre. Non, l'enseignant ou le directeur d'une école qui aura reçu une lettre comme ça et qui n'aura pas respecté le choix des parents qui n'assistent pas, ou en tout cas qui sont informés, après ils peuvent discuter entre eux, en tout cas qui sont au minimum informés, il sera responsable pénalement. Et quand il y aura eu quelques plaintes, quand même, ça en calmera quelques-uns. Donc ces lettres-là, il faut absolument les faire pour protéger vos enfants. Après, vous pourrez toujours discuter avec le directeur de ce qu'il propose et de qui va venir, quel est leur programme qu'ils vont faire dans la séance. On n'est pas obligé de faire un truc absolument rigide, mais en tout cas, ce qui est absolument rigide et qui doit l'être, c'est d'avertir que si on fait quelque chose sur leurs gamins sans les avertir et que ça leur déplaît, ils seront responsables pénalement, personnellement. Personnellement, hein, parce que si c'est pas personnel, ils s'en foutent les gens, hein, c'est pas moi, c'est l'autre, on connaît. Hein, et puis le pas de vague aussi, on connaît. Donc pour qu'il n'y ait pas de vague, eh ben, il faut que les parents aient averti en début d'année, hein, lettre recommandée avec accusé de réception au directeur, c'est pas compliqué, hein, et à l'instituteur s'il y en a qu'un. Ou professeur responsable, je ne sais pas, moi, dans les lycées, c'est ça, ou professeur responsable, ou professeur principal. Mais il faut absolument, et puis après, s'unir entre parents, c'est bien aussi, hein, si vous pouvez ensemble discuter ensemble et surtout comprendre qu'il n'y a pas de sexe avant l'âge de 13 ans, qu'on ne peut pas changer de genre, on peut à la limite se faire croire qu'on va changer de genre en se trompant soi-même et en trompant les autres, mais de toute façon, on sera toujours du même sexe. Et alors, évidemment, la pseudo, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, de la pseudo-dysphorie de genre, c'est une horreur. Oui, bien sûr, on a le temps. Bien sûr. Je veux dire, faire croire à des enfants de 5-6 ans, tu voudrais faire quoi, toi? Tu voudrais être une fille, tu voudrais être un garçon? Alors d'abord, on détrape effectivement
au point de vue cérébral, là, on les détraque leur imagination, tout ce qui se construit jusqu'à l'âge de 7-8 ans, etc., dans leur cerveau, c'est du fantasme qui n'a absolument rien à voir avec la sexualité des adultes. Et il ne faut pas que les adultes se projettent sur leur enfant pour leur sexualité. C'est pas possible, en fait, hein, parce que souvent, c'est un peu ça aussi. Et donc, si on leur dit ça, attendez, des fois, ils disent à des enfants 7, 8, 9 ans, bah, tu veux changer de sexe. Bon, bah, tu sais pas, on va bloquer ta puberté. Hein, et puis, comme ça, quand tu auras un peu plus vieux, tu décideras vraiment. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des médicaments. On les rend malades à vie avec des médicaments. Même s'ils arrêtent de les prendre au bout de quelques années. De toute façon, de prendre des hormones. Il y a quelque chose qui m'échappe là aussi, parce que quand même, il me semble bien que dans la population générale, adulte, en tout cas les femmes, elles ont toujours peur qu'on leur donne des hormones pour leur sein, etc. On sait bien que les hormones, c'est pas bon. On discute pendant des heures pour prendre du tamoxifène ou pas. Bon, enfin, ça, c'est un autre problème. Et alors là, il s'agit de donner des hormones à des petits. Il n'y a plus de soucis. Bah voyons, ben non, c'est extrêmement grave, ça met en cause leur fertilité à terme, leur calcification de leurs os, ça prend des risques de cancérologie aussi, hein, quand vous donnez des hormones mâles, par exemple, à des femmes qui veulent devenir des hommes apparents, trans, eh ben, les hormones mâles, ça donne des cancers du foie, c'est bien connu, enfin. Bon, les œstrogènes chez les gens chez les hommes qui veulent devenir des femmes apparemment, bah, les œstrogènes à haute dose, c'est pas bon non plus. Hein. Ça aussi, ça donne des cancers entre autres. Hein. Et puis ça les rend stériles au cas où ils se décideraient à temps de changer de genre, de retrouver leur sexe normal et de reprendre leur genre normal, leur sexe normal. Et ils sont quand même souvent stériles. Donc et puis alors évidemment au point de vue psychique, c'est un enfer. Il faut bien faire comprendre aux parents que faire changer de genre entre guillemets, c'est pas du tout, moi j'ai pas de principe, hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas de la philosophie, de l'idéologie ou autre. Moi, si on pouvait faire changer de genre quelqu'un sans lui faire de mal, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est pour ça que quand c'est chez l'adulte, à la limite, s'il avait le consentement éclairé, pour le coup, là, si on lui donnait bien tous les risques des hormones, des dangers des opérations et tout ça, et les résultats réels, pourquoi pas? Mais un enfant, vous ne pouvez pas imposer ça à un enfant. Comment vous voulez qu'un enfant de 8 ans, il puisse imaginer, est-ce que finalement ça m'embêterait d'être stérile à l'âge adulte si les hormones que je vais prendre me mettent ma fertilité en jeu? De toute façon, on ne va pas lui demander, mais si on lui demandait, il est incapable, évidemment, de concevoir ce genre de choses. Hein. Même les jeunes adultes, des fois, disent oh, je veux pas de gamin, puis 4 ans après, ils en ont 3 ou 4. Donc, je veux dire, c'est quand même des choses, ouais, des choses qu'il faut mûrir quand même. Hein. Donc, non, alors, il faut bien comprendre, effectivement, si vous dites à un enfant de 8-9 ans, je bloque ta puberté, ça veut dire qu'on lui donne des bloqueurs de puberté qui sont des hormones bien connues, qu'on a l'habitude de manipuler chez des enfants chez lesquels une maladie a donné une puberté précoce. Hein, des fois, c'est des tumeurs qui sécrètent effectivement des hormones. À l'âge de 5 ans, vous voyez une petite fille devenir apparemment pubère, etc. Bon, ces hormones-là, on les connaît bien, mais c'est hors de question d'admettre l'idée simplement de donner des médicaments lourds, plein de toxicité potentielle, à des enfants bien portants. Bien comprendre que changer de genre, c'est transformer un être sain en malade chronique à vie. D'accord? Parce que s'il veut rester dans le genre opposé, il faudra qu'il prenne des hormones à vie, dans les deux sens. Et puis, s'il veut en plus essayer de faire de la chirurgie, ça ne va pas être gai non plus, parce que je peux vous dire que je vous ai envoyé, je crois, notre dernier diaporama où j'avais mis quelques photos et encore très censurées. Déjà, on avait fait une émission, je ne sais pas si vous vous rappelez, Nicole, toutes les deux avec Gérard aussi. C'était en 2022, je crois. Les photos des opérations, c'était une boucherie, hein, vraiment. Mais oui, mais c'est bon, mais on continue à la montrer. Finalement, j'en montre pas beaucoup parce que bon. Mais je continue à les montrer parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est pas rien, quoi.
que faire croire qu'on peut se transformer, être femme et se transformer en homme en se faisant construire un zizi plastique qui ne marchera jamais. C'est pas plastique en l'occurrence, c'est en coupant du tissu par-ci par-là. Bon, enfin, c'est l'horreur et ça ne marche pas. Hein. Dans les meilleurs des cas, il faut une paume pour le faire marcher au moment où vous voulez, quoi. C'est insupportable. Et vraiment, c'est de la malhonnêteté. Alors là, bon, moi, j'en veux quand même beaucoup aux collègues quand même qui font ce genre d'intervention. Alors, encore une fois, si c'est vraiment chez un adulte consentant, bien... Mais enfin, un adulte consentant bien préparé, c'est qu'il n'a quand même pas été bien préparé parce que s'il était bien dans sa tête, il ne pourra pas avoir envie de se faire martyriser comme ça. Parce que quand même, finalement, ceux qui sont passés par là, ils vous disent, bah ouais, ça n'a pas marché, bah ça ne peut pas marcher. Bon, alors des fois, ils sont contents, ils restent dans le nouveau genre, entre guillemets, et puis ils se trouvent des affections quand même, parce que bah, ils ont le droit d'aimer des gens. Mais leur sexualité, c'est zéro, ils vous le disent tous. Hein. Donc, alors, moralité avec un taux de suicide important, parce qu'en plus, on fait croire aux familles, ah, il faut laisser faire aux enfants, sinon ils vont se suicider. Ouais, enfin, sauf que le taux de suicide chez les transgenres, il est de l'ordre de 40%. Alors que chez les homos mâles, je crois que c'est 2%, chez les homos femelles, c'est 4%. Enfin, on est très au-dessus. Donc, on ne diminue pas le taux de suicide ou de tentative de suicide par le fait de leur laisser changer de genre, enfin de les aider à changer de genre. Au contraire, on en augmente le nombre. Donc, c'est quand même là aussi la manipulation commerciale, hein, quand même, parce que c'est quand même aussi ça a quand même été des rendements très intéressants hein, pour C'est ça, puis changer. ce sont des patients à vie, finalement. Donc, Bah ouais, pour Big Pharma, c'est tout bénef. avec de la chirurgie lourde, hein, donc médicaments à vie, soins quand même de peau, je sais pas, le fait d'épilation continue, répétée, machin aussi à vie. Et puis la chirurgie, bon, en gros, je crois transformer, alors je ne sais plus dans quel sens, il ne faut pas que je me trompe, une femme en homme, ça coûte 100 000 euros au moins aux USA. En France, on a en tout, pour les interventions chirurgicales, hein, sans parler de tout le reste. Mais en France, on a du mal à savoir. On sait seulement que, comme le genre, n'est-ce pas, la dysphorie de genre n'est pas une maladie, bah, c'est quand même remboursé à 100%. Ça aussi, ça devrait mettre la puce à l'oreille quand même. Ça, c'est une maladie, ce n'est pas une. Mais bon, c'est remboursé à 100%. Et donc, moi, j'ai cherché beaucoup, puis bon, j'ai abandonné parce qu'on n'arrive pas à savoir exactement le prix de revient des interventions en France, hein, parce qu'il y a tout ce qui doit être supplément, peut-être sous table, j'en sais rien. Enfin, c'est impossible de savoir en France le prix que ça coûte. Et l'accompagnement psy aussi autour. Pardon? Et l'accompagnement psy autour, l'accompagnement avec des endocrinologues, enfin, il y a plein de choses derrière. Tout ce qu'on veut, oui, non, mais c'est des sommes fabuleuses. Et tout ça est remboursé à 100%. Ce qui ne me choquerait pas si on était toujours un peu riche, comme on le fut dans les années passées, enfin les décennies passées, parce que là, ça commence à faire un moment qu'on n'est plus. Mais bon, quand je vois que on pousse les vieux à la fin de vie choisie, n'est-ce pas? Ça s'appelle comment? Aide à mourir, c'est ça? On essaie bon, vous déranger là, alors allez-y, demandez qu'on vous suicide là. Bon. Puis en plus, on ne paye pas les dents, on ne paye pas les appareils auditifs, enfin, soi-disant si, mais en pratique non, parce que ce qui marche, il faut payer cher. Il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. Et puis surtout, tous ces gens qui meurent dans les hôpitaux, hein, puis qui ne sont pas forcément 80 ans. Hein. Le gamin qui était mort hier, là, qui avait 20 ans ou 22 ans, je ne sais plus, qui était resté une nuit à pleurer parce qu'il avait tellement mal au ventre et qu'il est mort le lendemain matin. Hier, je crois que c'était hier, peu importe, limite, enfin par là, dans le sud, on va dire, de la France. Il n'avait pas été soigné, quoi, parce qu'il n'y a plus de personnel. Hein, c'est parce que voilà, même si les gens ils font tout ce qu'ils peuvent, quand on est deux là où on devrait être 6 ou 7, et qu'on vous a en plus désespéré, harcelé, et que vous êtes en dessous du rouleau, non, enfin les hôpitaux, l'état des hôpitaux en France, je crois que je n'ai pas besoin de faire un discours là-dessus. Mais bon, on ne peut pas à la fois. Je crois même que la ministre de la Santé, je ne vais pas vérifier parce que ça m'a semblé tellement énorme,
a dit là qu'il fallait faire des économies pour la guerre en Ukraine, entre autres, et qu'elle diminuait le remboursement des pansements ou le nombre de pansements à l'hôpital. Bon, Ah, je j'ai sais pas, j'ai trouvé pas entendu ça. hallucinant le coût des pansements qu'on diminue en nombre à l'hôpital. Bon, il y a tous les jours des choses comme ça, et puis tous les gens qui attendent des heures, quoi, qui attendent des heures sur des brancards. Alors, maintenant, on en est à compter le nombre de morts. Ben, finalement, là, il y en a un qui est mort à 20 heures, puis l'autre à 36 heures. On va vu le nombre qu'attendait, c'est pas si mal, quoi. Enfin, bientôt, on va être content qu'il n'y en ait que 2 qui meurent sur des brancards. Sans avoir eu d'eau, sans avoir. Et en plus, avec l'horreur de leur interdire d'avoir une personne qui les accompagne. Là aussi, il faut revenir là-dessus. Hein. Moi, je veux bien. Alors, on me dit c'est parce que les gens agressent les soignants. Ce n'est pas une raison pour agresser les soignés en leur interdisant quand même la seule chose qui peut aider quelqu'un qui ne va pas bien, voire qui est en train de mourir. Pourquoi pas? Naturellement, ça doit encore arriver. En l'empêchant d'avoir une personne qui l'aime à côté de soi. Enfin, c'est hallucinant. Hallucinant. C'est vraiment, moi, c'est un de mes combats. C'est peut-être un petit combat parce que je trouve que c'est un petit combat qui devrait être facilement soluble, quoi. Autoriser les soignants à laisser rentrer une personne accompagnée, au moins une, accompagnée, passer la nuit à côté de cette personne en brancard dont on n'a pas le temps de s'occuper et on n'a même pas le temps de lui donner à boire, mais de lui donner un bassin pour faire ses urines. C'est hallucinant, quoi. Donc, Mais il faut enfin, qu'on puisse lui donner une couverture, à boire n'importe quoi. Bah, s'il n'y a pas un accompagnant, ça ne se fait pas. Ça va, quoi. Il faut arrêter. Hein. docteur, on Franchement. l'a vu ça, docteur, pendant le Covid aussi, justement, sous prétexte d'être non injecté ou de ne pas avoir au départ de passe sanitaire puis de passe vaccinal, qu'on ne pouvait pas accompagner non plus. Enfin, moi, je me rappelle ma grande qui s'est cassé le pied au collège. Si j'avais pas fait intervenir les pompiers pour l'emmener à l'hôpital, je n'aurais pas pu rentrer à l'hôpital avec elle pour la faire soigner parce que j'étais. Oui, non, mais c'est Vous voyez, enfin, hallucinant. ça c'est depuis, c'est un récent monde quand même. totalitaire. Hein. Ouais. Oui, mais actuellement, officiellement, il n'y a pas, soi-disant, d'épidémie à l'hôpital de Covid et on laisse personne rentrer. Hein. Moi, j'ai quelqu'un dans Oui, c'est ma pour ça s'est famille. instauré en fait, soi-disant sous l'état Oui, d'urgence. En oui, fait, ça dure. ah C'est bah ça que je voulais dire. ça dure Ouais. et puis les gens puis c'est un peu comme les couteaux là, hein, les gens s'habituent quoi. Parce que franchement, il y a encore 3 4 ans, quand il y avait un mort aux urgences, qu'on trouvait quelqu'un assis sur une chaise et qui était décédé, ça faisait quand même un petit peu de bruit. Hein. Donc maintenant, on vous dit, ah, il y en a eu 2. Cette nuit, à l'hôpital de machin, il y en a eu 2. Voilà, bah oui, voilà. Oh, c'est insupportable. Il ne faut pas que les gens admettent ça. Hein. Là aussi, c'est un peu comme l'éducation, la pseudo-éducation sexuelle à l'école, ça dépend de nous tous aussi. Hein. Il faut quand même bien voir que tout ça dépend aussi de nous tous. Hein, que c'est bien facile. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas les dirigeants qu'on aimerait avoir, qu'on n'a pas des politiques fantastiques, mais enfin, c'est aussi parce qu'on les laisse faire. Hein, je veux dire, là, on nous dit ah, le Parlement va, non, le Conseil constitutionnel va voter contre la loi anti-zone, là, ZFE, je sais plus. Ah oui, les ZFE, ouais. Ah ouais, donc le Conseil constitutionnel va, de toute façon, va voter contre la loi parce que c'est le Parlement européen qui décide. Enfin, parce que c'est l'UE qui décide. Mais enfin, ça va, quoi. Je veux dire, c'est à nous de dire on n'est pas d'accord avec ça, c'est à nous d'être des millions dans la rue ou simplement, je ne sais pas, des millions de lettres envoyées au Conseil constitutionnel en disant qu'il est hors de question qu'on admette qu'on ne puisse pas supprimer les zones anti-gueux en France, quoi. Enfin, ça va, quoi. Je veux dire, il y a 15 millions de gens qui vont pas avoir le droit d'aller dans la ville d'à côté, quoi. Et en l'occurrence, pour un certain nombre, en plus, pas travailler, pas aller voir leur famille. Enfin bon, c'est hallucinant. Et on nous dit c'est l'UE. Moi, c'est à nous de dire on n'en veut plus de votre UE, c'est tout, quoi. Mais c'est à nous de le dire fort. Mais c'est important quand même que les gens se souviennent qu'on a quelque chose à dire, hein. Nous, en tant que peuple. Après, donc, en particulier, pour revenir à l'éducation sexuelle à l'école, c'est à nous de dire on n'en veut pas. On interdit ça. Et au moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a peut-être parlé, en 2014, au moment où Najat Vallaud-Belkacem avait fait la première offensive là-dessus, ça s'appelait les ABC l'égalité, c'était un peu plus caché. Elle disait que ça n'avait rien à voir avec le genre, etc. Mais enfin bon, ça c'était la même chose. Il y avait quand même une révolte de parents
qui pendant 3 jours avait pu mis les gamins à l'école, je dois dire, qui avait été mise en place par les parents musulmans qui ne supportaient pas, et à juste raison, qu'on parle de ce genre de choses à leurs enfants. Et après cette grève, si je veux dire, de 3 jours, ils se sont fait tout petits, on n'en a plus beaucoup entendu parler, jusqu'à l'arrivée de Pape Ndiaye, là, avec Macron dans le flux, évidemment, essentiellement. Mais pas seulement, hein, parce que quand même, l'obligation des enseignants et des enfants enseignés d'accepter un enfant transgenre à l'école, en l'appelant par son prénom, le prénom qu'il a choisi le lundi, même si c'est le contraire de son prénom du vendredi, ça a quand même été mis en place par Blanquer, hein, en Et surtout 2021. sans le C'est dire la encore une fois. circulaire Blanquer. Hein. Sans le dire encore une fois, comme vous disiez, Bah, de retirer 2021, l'autorité ouais, parentale, effectivement, sans le dire aux ah parents. bah non, non, on Même n'avait si même pas vos le droit parents de sont pas d'accord, c'est pas Ah grave, non, nous on va le ah non, non, faire. on n'a pas le droit de le dire, c'est pire que ça. Ouais. Et s'ils ne sont pas d'accord, ils vont être poursuivis pour homophobie ou je sais pas, enfin, Oui, oui, tout à fait. une phobie quelconque, là. Mm. Ah oui, c'est hallucinant. Mais la Ouais. circulaire Blanquer, elle est arrivée en septembre 2021, bien cachée. Hein. Je crois que les gens s'occupaient plus de soi-disant du pseudo-Covid que de la pseudo-éducation sexuelle et du pseudo-genre. Et cette circulaire, elle est évidemment toujours valable. Hein. Donc là aussi, bon, il fallait que les enseignants disent non, quoi. Le problème, c'est ce que je disais, ça parle d'expérience aussi personnelle, hein, parce que j'ai 2 filles, donc du vécu aussi en la matière malheureusement. Le problème, ce sont, et comme pendant le Covid, comme d'autres choses, des gens qui sont persuadés, et je veux bien entendre, hein, hier je discutais encore une fois avec cette fameuse association en leur disant, je comprends que ce soit difficile, parce que moi-même j'ai été dans le schéma avec notamment le planning familial, et que c'était super, etc., ce combat aussi féministe, machin. Je comprends que ce soit difficile de déprogrammer et de conscientiser tout ça. Pour autant, il faut bien voir aussi factuellement et se renseigner sur ce qu'on fait. Je trouve qu'il y a un immobilisme des parents, et notamment depuis le Covid aussi, où déjà très peu de parents sont informés, puisque si les enfants ne parlent pas finalement, puisque l'école ne dit pas non plus ce qui va se passer justement sur ces cours d'éducation à la sexualité, donc si les enfants ne parlent pas, bah, les parents ne savent pas. Donc ça passe voilà, comme ça, jusqu'au drame, j'ai envie de dire. Et en plus, même quand on leur parle, on passe pour des bon, comme je disais tout à l'heure, tous ces noms d'oiseaux qu'on peut nous attribuer, nous mettre sur comme étiquette. Mais je trouve que les parents, et ça a été forgé depuis de nombreuses années, hein, aussi certainement la soumission, etc. Mais les parents ne réagissent pas. Moi, quand j'essaie de solliciter justement les parents d'élèves, etc., il n'y a rien qui se passe en fait. L'immobilisme, même s'ils ne sont pas d'accord. Hein. Ah, c'est la soumission, mais bon, on a bien été conditionné à la soumission. Hein, Bon, enfin, ceci dit, ça ne date pas d'aujourd'hui, la servitude volontaire. Hein. Mais c'est vraiment effectivement le problème. C'est pour ça merci de ce genre d'émission, parce que à chaque fois qu'on va peut-être en semer une petite graine sur 1, 2, 3, qui va aller voir 3 autres, etc., on va y arriver. Mais il n'y a pas d'autre, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre solution que l'information. C'est qu'ils lisent éventuellement les livres qui se promènent, qu'on écrit pour ça, parce que des fois, on s'est écrit, les gens croient un petit peu plus, mais c'est pas toujours, mais enfin bon. Et moi, je crois que vraiment l'information est capitale parce que c'est effectivement, c'est l'avenir des gosses. Je pense que les psychologues en particulier vont avoir du travail, hein, les pédopsychiatres, mais les psychologues, parce que tous ces enfants détraqués qui du coup perdent je veux dire leur faculté, pas leur faculté intellectuelle, mais enfin leur capacité de les utiliser. Hein, parce que quand on voit, effectivement, on parlait tout à l'heure des séquelles du confinement, de la période Covid, etc. Mais là, on en rajoute, c'est des gosses qui perdent leur capacité d'écoute à l'école. Parce qu'à partir du moment où on leur a imposé des choses qu'ils n'étaient pas capables de conceptualiser, ils sont perdus. Et effectivement, du coup, ils régressent, ils deviennent excités, ils deviennent insolents, ils font ce qu'on veut, ou complètement mutiques. Et je pense que ces signes-là doivent interroger les parents quand même, les interpeller. Peut-être qu'on ne prend pas le problème par le bon bout
pour que les parents veuillent bien regarder. Peut-être qu'il faudrait plus effectivement leur dire, mais quand vous voyez votre gosse, il y a tel signe, tel signe, tel signe, inquiétez-vous, essayez de savoir pourquoi, essayez de discuter avec. Peut-être que ça serait mieux que de leur donner la solution, c'est parce qu'ils ont leur cerveau fracturé par l'éducation au sexe, à un âge où ils ne peuvent pas comprendre. Mais je crois que c'est quand même, de toute façon, par un bout ou par un autre, il faut arriver à les éveiller. Peut-être que les psychologues auraient d'autres pistes, je ne sais pas, pour que les parents et les associations. Donc, effectivement, elles ne sont pas toutes probablement méchantes. Bon, le planning familial, il y a quand même aussi beaucoup d'affaires de sous dans tout ça. Hein, parce que le planning familial. Ils sont financés à chaque fois. Hein. Carrément, ils sont de l'État. Hein. Largement financés. Hein. Moi, de mon temps, entre guillemets, si j'ose dire, quand on a commencé à avoir le planning familial, officiellement, c'était pour expliquer aux jeunes femmes comment prendre la pilule, etc. etc. Après, ça s'est transformé assez rapidement, enfin, rapidement peut-être pas, mais enfin, au moins en 2 décennies, en voyant des tas de gamines poussées à l'avortement, à toute si elles avortaient pas, elles étaient vraiment coupables, quand même, et on en est encore là. Hein. Et ceux qui osent dire quelque chose, comme je suis en train de le dire, là, ils étaient traînés dans la boue parce que c'est anti-avortement. C'est pas anti-avortement, c'est que quelqu'un prenne sa décision personnelle en fonction de ses conditions. Bon. Mais effectivement, c'est le planning familial est quand même quelque chose qui est manifestement un organisme eugéniste, quoi, qui veut effectivement diminuer la population mondiale, quoi. C'est ça, effectivement, la fondatrice, alors je ne me rappelle plus son nom, mais j'avais déjà évoqué avec Marion Sigaud, justement, dont vous parliez, Nicole, tout à l'heure. J'ai fait plusieurs émissions avec elle aussi. La fondatrice du planning familial était dans un délire, justement, eugéniste alors c'était la population africaine, surtout qu'ils ne se reproduisent pas. C'était ça. Et en fait, c'est incroyable, quoi. Ouais. Et en fait, quand vous parliez, c'est pour ça va me faire rebondir aussi là-dessus, qu'on est passé justement après la Seconde Guerre mondiale de l'eugénisme au transhumanisme. Aujourd'hui, on est dans ces délires-là aussi. Pourtant, les fondements, les bases sont les mêmes que l'eugénisme. En fait, c'est juste de pouvoir. C'est une modification de mots parce qu'apparemment, c'était plus. Enfin, c'est Marion, en tout cas, elle l'explique comme ça. C'était plus présentable de se dire eugéniste après la Seconde Guerre mondiale. Ça avait quand même des relents nazis un petit peu trop visibles et donc c'est pour ça qu'ils ont transformé ça en transhumanisme. En fait, c'est la même chose. Hein, Oui, tout à fait. Et après, Nicole, juste. Diminuer la population mondiale au nom de je ne sais pas quoi. Alors, j'ai jamais très bien compris pourquoi tous ces gens-là voulaient absolument diminuer la population mondiale, que ça les gêne pas, à la limite, que les gueux soient dans un coin, à la limite. Mais non, c'est l'idéologie pure. Je sais pas. Alors là, où j'ai pas assez bien travaillé, où j'arrive pas à comprendre pourquoi ça les gêne que des gens existent. C'est quand même hallucinant. Or, il y a quelque chose comme ça, mais qui ne remonte pas aujourd'hui. Alors là, au 19e siècle, hein, quand même. Ouais. Avant le nazisme, enfin, tout ça, c'est peut-être les origines communes, mais on remonte aux années au moins 1870-1880, ces théories-là. C'était de s'accaparer, enfin, de ce que j'ai pu lire et entendre et écouter, c'était de s'accaparer les richesses, en fait, et que des gueux inutiles, finalement, respiraient presque notre air, mangeaient nos ressources, et en fait, c'est juste ça. Ils ont peut-être imaginé qu'on n'aurait pas assez de ressources pour qu'ils puissent avoir tant de richesses que ça, en profiter. Bon, ce qui est quand même un faux raisonnement, hein, parce que quand on voit toutes les terres friches partout, si on les empêchait pas de cultiver, si on leur empêchait pas de prendre leurs semences, etc., il n'y aura pas de problème de famine. On les construit, les problèmes de famine, hein, depuis longtemps. Hein. Il y a ça, et puis peut-être aussi faire perdurer leur système, leur de caste, là, de l'entre-soi, et être entre personnes, justement, plus nobles. Les gueux, ils en mettent pourtant pas beaucoup, je trouve. Hein. Pas assez, justement. Mais bon, c'est sûrement un sujet à fouiller
le pourquoi. Alors, mais ça ne change pas grand-chose, mais le pourquoi de cette volonté absolue de dépopulation, quoi. Et moi, j'ai eu beau écouter de temps en temps, il faut avoir du courage quand on veut les écouter, parce qu'ils sont tellement odieux, du genre Laurent Alexandre ou autre, mais j'ai quand même jamais compris. Je veux dire, c'est pas dedans, quoi. Quand Attali vous dit, ah, bah, au-delà de 75, 70 ans, il faut se suicider, mais enfin, lui, il est toujours là. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est hallucinant. Mais quand il parle aussi des 3 castes, entre guillemets, hein, entre justement les pauvres, ou ceux qui ne seront pas éliminés parce qu'ils ne seront pas allés d'eux-mêmes à l'abattoir, la classe entre guillemets moyenne qui essaiera de vivre comme les riches et de poursuivre un rêve, une utopie finalement. Enfin, c'est du délire complet. Hein. non, mais délire complètement, mais je veux dire, son délire n'a pas de fondement logique, me semble-t-il. C'est ça, quoi. C'est effectivement de la folie, quoi, en fait. C'est la croyance. Si on tombe dans le domaine de la folie, à la limite, ça devient logique. Bon, enfin, c'est une forme de folie, quoi, de paranoïa. Nous, et puis les autres, ça n'existe pas. Paranoïa contagieuse, c'est ça. C'est comme ça qu'elle appelle ça, Ariane, je crois. Mitterrand. C'est ça. Paranoïa contagieuse, mais c'est exactement ça, quoi. Mais bon, il faut en sortir. Et je pense que quand même, la seule chose importante que chacun doit comprendre, c'est que c'est pas automatique. Hein, moi, ce qui m'agace le plus souvent quand j'entends dans des vidéos, oh, il va se faire ci, il va se faire ça. Non, 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 il va se faire tout ça si on laisse faire. C'est pas du tout pareil. Et donc là, ne laissons pas faire. Là, le mouvement contre les villes, là, contre les villes. ZFE. Ouais. Qui a été monté là par Alexandre Jardin, c'est bien, ça montre bien que effectivement, si quelqu'un se bat tous les jours, ça augmente. Enfin bon, et si on se bat maintenant, mais le Conseil constitutionnel, on s'en fout, ça va. Un jour ou l'autre, il faut faire sauter les institutions si elles ne sont pas correctes. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, comment, mais on n'est pas emprisonné à vie dans l'UE, ni avec notre Conseil constitutionnel. Ah, ben, il est là pour novembre. Oui, il est là pour novembre. De toute façon, ça dépend aussi. C'est même écrit dans notre Constitution. Hein. Je rappelle, alors je ne sais plus quel article, mais un pouvoir illégitime et justement totalitaire, et alors je ne sais plus exactement les termes, hein, mais il est notre devoir aussi de nous soulever et de faire quelque chose, effectivement. Voilà. On voit bien les pays qui le font, bah, ça bouge. Hein. Bon, ceci dit, on peut être optimiste, il y a quand même beaucoup de pays où ça bouge. Donc, bon, déjà, il y a les USA où ça bouge, qui est quand même un gros morceau. Puis ils ont bien préparé leur truc, parce que quand on voit, je sais pas, avec Robert Kennedy comme ministre de la Santé, c'était fort, ça. Hein. Et puis celui qui en a mis qui remplace aussi, c'est un type fantastique. On a Gabbard. Taraya, ou je sais plus. Ah oui, pardon. Oui. Bon, en tout cas, celui-là aussi, vraiment, on l'avait bien suivi pendant le Covid. Hein, il avait bien dit tout ce qu'il fallait, etc. On le retrouve là, à la remplace des aussi. C'est quand même des facteurs d'espoir fantastiques. Donc, on va pas pouvoir se cacher dans notre caverne européenne et pas tenir compte de tout ça. Donc, mais bon, il faut qu'on accompagne le mouvement. J'allais dire progressiste, non, pas progressiste. Non, mais ils ont usé les mots, quoi. Oui, bien sûr. Incroyable. Le mouvement dans le bon sens de récupération de nos libertés, et donc ça devrait être efficace. Mais il faut effectivement que les gens ne soient pas soumis et n'écoutent pas quand on leur dit « Ah, ça va être comme ça, ça va être comme ça ». Non, ça va être comme ça. Si on ne fait rien, rapprenons. Alors, c'est vrai que maintenant, on n'enseigne plus le conditionnel à l'école, peut-être. Bah, c'est le moment de leur réenseigner. Parce que, oui, attendez, c'est aberrant. Quoi. Maintenant, on enseigne que le présent et le futur limite. Avec des si, justement. Imagine si, et effectivement, tout à fait. Et donc, il faut absolument se remettre dans le conditionnel et dire ça n'arrivera que si on ne fait rien. Et donc, il y a quand même plein de gens qui ont bien analysé, qui sortent un petit peu du bois quand même. Je pense qu'il y a beaucoup plus de censure sur les médias mainstream, mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de petites vidéos d'entretien à droite, à gauche, etc., qui se recoupent et qui font que les choses commencent à être dites. Donc, on va finir sur l'espoir. Mais il faut vraiment que les parents, parce que, pour remettre les choses en place, je ne sais pas, supprimer les pouvoirs exorbitants d'un conseil constitutionnel, on a peut-être le temps.
Mais quand vous avez un enfant de 5 ans dont vous avez cassé le cerveau, vous n'avez pas le temps. Donc ça, c'est quand même important que les parents aient bien conscience qu'ils ne pourront pas réparer forcément les dégâts qu'on va faire sur le cerveau des petits. Donc ça, c'est capital, on n'a pas le temps. Hein. Donc vraiment qu'ils imposent là où ils mettent leurs enfants à l'école, lettres recommandées, plainte pénale, on peut le dire gentiment, hein, il ne s'agit pas de se fâcher avec le directeur. Moi, je ne suis pas d'accord que mon gamin ait de l'éducation dite éducation sexuelle à l'école. Je ne veux pas qu'il y en ait. S'il y en a et qu'on m'a pas mis, on m'a averti, je vous mettrai en cause personnellement, individuellement, plainte pénale, vous, le directeur, je sais pas, le prof principal, et puis celui qui l'aura fait, par exemple. Voilà, mais on peut le dire très gentiment. Mais il faut avertir. Mais oui, c'est tout. Hein. Tout à fait. Et si on peut le faire à plusieurs parents en même temps, c'est peut-être mieux. Mais c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais si on le fait tout seul, on fait tout seul, on protège son gamin. Parce que là, on n'a pas le temps. Encore une fois, modifier les structures politiques françaises, on va y arriver. Hein. Mais bon, ça va peut-être prendre un peu de temps. Mais pour les cerveaux de nos bébés, nos petits garçons, petites filles, on n'a pas le temps. Donc, vraiment, protégez vos enfants. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment. On est déjà à la fin de cette émission et je vous remercie. Ce sera peut-être les mots de la fin, justement. Protégeons nos enfants, protégeons nos petites filles, nos petits garçons de toute cette folie. Et je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, docteur. Non, on pourrait compléter par, par toutes les autres choses qu'on leur met sur le dos, mais ça, c'est un combat qu'il faut qu'on mène tous ensemble aussi pour faire sauter ces 15 obligations vaccinales qui sont absolument aberrantes, quoi. Avec, je sais pas, l'hépatite B chez un nouveau-né, quoi. Enfin, on marche sur la tête. Hein, et il y a quand même 13 pays européens où il n'y a pas du tout d'obligation, où il y a pas de. Alors, il y a un certain nombre où il y a des recommandations, mais on est vraiment le pire des pires. Donc là, c'est un autre combat à mener. On a fait des vidéos là-dessus, mais je crois que il faut répéter. Oui, il faut répéter, bien sûr, parce que les gens aussi s'éveillent au fur et à mesure, donc ils n'ont pas forcément vu vos vidéos d'avant. Bien sûr, et puis une fois on entend comme ça passe, mais ça, c'est un combat majeur aussi. Voilà. En fait, c'est de reprendre aussi notre autorité parentale. Absolument. On n'a aucune raison d'accepter que ce soit le nouveau ministre qui dit tiens, depuis le mois de juillet dernier, tiens, on va rajouter 3 vaccins contre le méningocoque. Non, mais méningocoque. Non, mais en plus, décret, hein, comme quoi, là, ça a été vachement discuté, ça. Non, mais aucune raison. Nos gamins ne lui appartiennent pas, ne leur appartiennent pas. C'est ça. Donc ça, c'est un combat qu'il faut mener aussi. Ouais. Voilà une ouverture pour une autre fois. Tout à fait. Et avec plaisir, docteur. Je vous reçois encore une fois avec plaisir la prochaine fois pour discuter de ce sujet-là. Pas nécessairement moi, hein, mais je veux dire, il faut absolument parler de ça régulièrement. Voilà. Merci infiniment, docteur. Merci beaucoup. Et merci à tous les parents, là, je sens qu'ils vont aller se battre pour leur cerveau de leurs petits. Allez-y, vous gagnerez, nous gagnerons ensemble. C'est ça. Il faut y aller tous ensemble, effectivement. Voilà. Merci, docteur. Merci pour votre participation encore une fois à mon émission. Merci pour votre confiance. Et puis, on se retrouve pour une prochaine avec plaisir. Absolument. Merci à toutes et tous d'avoir été là, d'avoir suivi, d'avoir commenté, partagé, liké. Et je vous dis la semaine prochaine, hein, même jour, et puis au même endroit, avec une autre personne que vous apprécierez aussi. Merci encore à toutes et tous. Passez une belle soirée et prenez soin de vous, surtout. Et vos enfants.